Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de commencer l'année en vous retrouvant ici. J'aurais aimé qu'on puisse avoir tout le monde en présentiel. Et malheureusement, les évolutions de la pandémie font que les hauts et les bas font qu'on est aujourd'hui amené à faire ça sous format hybride. Donc bienvenue à ceux qui sont dans la salle et bienvenue aussi à ceux qui sont en distanciel. On voit que la technologie nous permet de continuer à travailler malgré cette pandémie. Je commence par vous souhaiter très sincèrement une excellente année 2022, en espérant que vous avez pris un peu de repos pendant les fêtes, que vous n'avez pas tous été trop malades avec la propagation à une vitesse absolument incroyable du Delta et surtout du Omicron qui est probablement en train de changer la donne. Donc on va voir ce que 2022 va nous réserver sur le plan de la pandémie et qui va sûrement rythmer aussi dans une grande mesure ce qui va se passer dans le reste de l'économie et aussi pour notre industrie. On en dira quelques mots. Voilà, donc tous mes voeux les plus sincères et ceux du GIFAS et de toute l'équipe du GIFAS. Et merci de nous donner un petit peu de votre temps aujourd'hui pour regarder un petit peu derrière nous ce qui s'est passé en 2021 et puis essayer de donner quelques directions sur ce qu'on veut faire en 2022. On donnera les chiffres de la profession plus tard, je crois au mois d'avril, Pierre, si je ne m'abuse, quand on aura les résultats de toutes les sociétés. Mais bon, je vais essayer de vous donner quelques petites tendances et puis partager avec vous au moins les intentions. 2021 a suivi 2020. 2020 a clairement été pour notre secteur l'année de l'entrée dans la crise, un petit peu de la descente aux enfers. Avec une glissade extrêmement rapide, brutale, beaucoup d'incertitudes, et une année de très forte adaptation. 2021 a été une année de résilience, une année de travail, mais aussi une année de début de la reprise, puisqu'on a vu sur le dernier trimestre les choses vraiment repartir, les affaires repartir, et on en dira quelques mots tout à l'heure, mais je pense que ça donne la tendance, ça donne le cap pour une année 2022 qui va être une année de conquête, une année où tout le monde va se retrouver à l'attaque, dans le bon sens du terme, avec une vision positive des choses, à nouveau à embaucher, à construire, à faire monter en cadence les outils industriels, et donc une année qui regarde vraiment vers l'avenir et qui bâtit l'avenir. Mais regardons un petit peu ensemble 2021. En 2021, je considère vraiment que le secteur a fait preuve de résilience, avec un travail incroyable de l'ensemble des acteurs, individuellement évidemment, chaque entreprise, chaque entité a dû s'adapter, a dû trouver les solutions, mais aussi un incroyable jeu collectif, une très grande fierté, un grand plaisir d'avoir avec mes collègues du GIFAS et sous la présidence d'Éric précédemment, trouvé un nombre de solutions incroyables à toutes les problématiques qu'on a eu à traiter, et également une concertation État-industrie et un travail collectif de très très grande qualité qui a permis de trouver tout un tas de solutions, de les mettre en place en 2020 et d'en voir en 2021 tous les fruits et tous les résultats. Ce travail de la filière lui permet aujourd'hui d'être debout, non seulement d'être debout, mais de commencer à courir à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, d'être compétitive, d'avoir continué à regarder le temps long, les investissements, les priorités en termes d'innovation, de préparation du futur. Ça s'est fait également avec les régions, dans un tissu extrêmement étroit et un rapprochement très important du GIFAS et des territoires, là aussi pour apporter en permanence les solutions au plus près du terrain et au plus près de là où il fallait résoudre les problèmes. C'était pas gagné. La crise dans laquelle on est rentré début 2020 était incroyablement profonde, brutale, et aussi, et probablement peut-être encore plus difficile à traiter pour une industrie de long terme comme nous, avec énormément d'incertitudes. Il a fallu faire des paris ensemble, il a fallu prendre des hypothèses de travail, il a fallu travailler avec les clients, les compagnies aériennes qui étaient elles-mêmes confrontées, qui sont encore confrontées à beaucoup d'incertitudes, et bâtir des plans ensemble et ensuite les exécuter. Et ça, un moment où au plus fort de la crise, par exemple sur l'aviation commerciale, on avait 14 000 des 22 000 avions qui volent dans le monde qui étaient cloués au sol. Donc on est passé par un point bas qui était effectivement incroyablement pénalisant.
Les impacts pour la filière, c'était de l'activité industrielle qui a été ralentie, parfois stoppée, un impact sur les grands programmes aéronautiques, un impact social aussi sur lequel je vais revenir, mais un certain nombre de facteurs qui nous ont permis de bien résister. D'abord, cette grande capacité d'adaptation et de travail en équipe. Ensuite, ce travail État-industrie à tous les étages qui a été extrêmement solide, sérieux et efficace. Également un secteur, une filière qui repose sur de l'aviation commerciale, de l'aviation d'affaires, des hélicoptères, de la défense, du spatial, et donc un portefeuille d'activités qui a permis de trouver une belle résilience. En effet, ce qu'on a vu comme impact sur 2020, une fois encore, on aura les chiffres de 2021 un peu plus tard, mais 2021 a été dans la lignée de la deuxième partie de 2020. Sur 2020, on a eu en gros une baisse d'activité, donc de chiffre d'affaires de 40% dans la partie aviation commerciale, et une relative stabilité sur la défense, le spatial. Les hélicoptères se sont retrouvés un petit peu entre les deux, et au global, on a perdu 28% du chiffre d'affaires de la filière en 2020 comparé à 2019. Et donc on voit bien qu'il y a eu un effet d'amortissement très important, et cette activité variée, reposant sur plusieurs jambes solides, a permis d'assurer cette résilience en 2021, d'avoir des sociétés qui sont toujours là, toujours présentes, qui ont trouvé les solutions et qui sont reparties à l'attaque. Alors je vous le disais tout à l'heure, 2020, année d'entrée dans la crise, très forte adaptation, beaucoup d'incertitudes. 2021, année de résilience. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que sur la deuxième partie, plutôt la fin de l'année 2021, la fin de l'année dernière, on a vu l'activité repartir. L'activité repartir en termes de livraison, l'activité repartir en termes de prise de commande. Et on a effectivement eu un très grand nombre de beaux succès des différentes composantes des sociétés du GIFAS, avec les commandes très importantes pour Airbus, par le groupe Air France KLM, on en a beaucoup parlé, avec Transavia en particulier, avec Qantas, avec la lettre d'intention de Singapore Airlines pour les 350 freighters, ou la commande d'Indigo Partners qui avait été annoncée un peu plus tôt au salon de Dubaï. C'est le cas également avec la commande de 80 Rafales à Dubaï par les Émirats arabes unis, qui est vraiment un très très beau succès du Rafale à l'export, et qui n'est pas un succès isolé, puisqu'il y a eu également le choix par la Grèce, la Croatie et l'Égypte. On a vu Airbus Hélicoptère aussi faire de très très belles réussites à l'export, avec au même moment aux EAU le choix du Caracal pour 12 Caracal, les 26 hélicoptères vendus en Arabie Saoudite, les hélicoptères civils, et à la fin de l'année, cette très grosse commande du ministère des Armées pour le HIL, donc le H-160 Guépard. Et donc voilà, beaucoup de réussites dans la dernière partie de l'année qui donnent le là pour 2022 et qui manifestent cette reprise, ce redécollage, cette reprise d'altitude de l'ensemble de l'industrie, et une industrie résolument tournée vers la réussite de la montée en cadence, de la préparation de l'avenir, de la digitalisation du secteur, de la décarbonisation. Ce travail a été possible parce qu'on a tous ensemble énormément travaillé sur l'équilibre court terme, moyen terme, long terme, et on n'a surtout pas voulu perdre de vue les investissements qui sont nécessaires pour rester compétitif dans la durée. Et c'est là où on a pu, avec le soutien des pouvoirs publics, mettre en place en 2020 et dérouler en 2021 une feuille de route du CORAC extrêmement puissante, avec des gros investissements consentis par l'État, 1,5 milliard d'euros sur 3 ans pour la feuille de route technologique de l'avion décarboné, aux côtés des industriels, avec un très grand nombre de projets, 220 projets, qui embarquent l'ensemble de la filière, et en particulier les PME du secteur. Plus de 200 PME du secteur sont associés à la feuille de route de l'aviation décarbonée. Et c'est, je pense, une très très grande réussite
d'avoir réussi dans la crise, dans ce moment aussi difficile où il y avait des efforts d'adaptation et des situations financières très compliquées, non pas de ralentir et d'attendre que la crise passe, au contraire d'accélérer et de se rendre compte que les tendances de fond, et en particulier celle de la décarbonisation, sont vraiment des sujets d'opportunité sur lesquels la vitesse est importante et où la filière veut continuer à jouer son rôle de leadership dans le monde. Alors, quelles sont les perspectives pour 2022 ? Peut-être un dernier point que je voudrais partager avec vous concerne l'emploi. Un des très gros risques au moment où on est rentré dans la crise du Covid, c'était la façon dont allait se gérer l'emploi, quel a été l'impact sur l'emploi, comment on allait pouvoir le protéger, garder les compétences et en même temps faire l'adaptation qui était nécessaire. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait baissé de 28% le chiffre d'affaires global de la profession du GIFAS en 2020 comparé à 2019. Eh bien, sur cette même année 2020, les emplois pour les sociétés du GIFAS, les 410 sociétés du GIFAS, qui représentaient en 2019 202 000 emplois, a baissé à fin 2020 à 194 000, c'est-à-dire moins 8 000, c'est-à-dire moins 4%. Là où on a baissé de 28% les revenus, le chiffre d'affaires, l'activité industrielle, on a baissé que de 4% les effectifs. Et ça, c'est un travail incroyable de la filière et de l'État ou des États, parce que ça c'est les chiffres français, mais c'est quelque chose qui s'est fait un peu plus largement, et en particulier les résultats de l'APLD, mais aussi cet arbitrage court terme, moyen terme, long terme, et la conviction qu'on a partagée dans la filière que la crise allait trouver une fin à un moment donné, qu'on allait repartir, et qu'il fallait trouver des solutions pour garder une grande partie des emplois très spécialisés, à très fort niveau de compétences professionnelles, et que ces emplois sont difficiles à trouver, difficiles à pourvoir, qui demandent des longues formations, et donc on était très attachés à pouvoir en garder la très très grande majorité. Sur la première partie de 2021, on pense que ça a encore baissé de 4%, donc 4% en 2020, 4% sur la première partie de 2021, mais la deuxième partie de 2021, on aura les chiffres sous peu probablement, montre qu'on remonte en effectif. Et actuellement, la filière est en train d'embaucher. On a passé le point bas et on est à nouveau en train de recruter, en train d'embaucher, en train de former, en train de faire la montée en cadence, en train d'attirer des nouvelles compétences dans des domaines nouveaux pour réussir la feuille de route technologique, la feuille de route d'innovation et tous les projets qui ont été mis en route pour le CORAC. Donc voilà, on est rentré dans 2022 avec des grands succès commerciaux qui construisent l'avenir, qui donnent clairement la direction de cette filière, qui est une filière qui est à nouveau en croissance, qui est à nouveau en investissement, qui est à nouveau à l'attaque, comme je le disais tout à l'heure. Une filière qui construit son futur dans le domaine technologique, avec les grandes transformations de la digitalisation et de la décarbonisation, et un appétit, autant que l'appétit qu'on ressent de l'ensemble des gens qui voyagent, à voyager à nouveau, à commencer à retrouver un besoin de liberté, et même si on est en ce moment dans une vague Omicron qui ramène un certain nombre de contraintes et de privations de liberté pour un temps probablement court, on sent partout auprès de nos clients une attente, une envie, un besoin de pouvoir à nouveau revoyager et à nouveau recontribuer à la croissance économique, au développement, au fait que les gens se retrouvent et se revoient. Et on a un sentiment très très fort du rôle social des activités, du rôle social et sociétal des activités auxquelles nous contribuons, qu'elles soient dans l'aviation commerciale dont je parlais, qu'elles soient dans le spatial, qu'elles soient dans la défense. Alors quels sont nos défis pour 2022 ? Il y en a. On va encore être dans une situation avec de l'incertitude, avec de la volatilité, avec des mesures qui vont être prises, qui vont être changées au fur et à mesure. Mais finalement, cet environnement-là, maintenant, on s'y est habitué. Et globalement, on est sur une remontée de l'activité dans tous les domaines, et en particulier dans celui qui avait été le plus touché, qui est celui de l'activité aviation commerciale. Donc on est clairement dans une trajectoire de remontée, de reprise, et on a les bons problèmes de la reprise, et je vais y venir. On a devant nous le défi de la montée en cadence.
puisqu'on s'est adapté à la baisse. Cette adaptation a été faite rapidement, elle a été faite collectivement, elle a été faite avec succès. Et à partir de l'été 2021, on est remonté en termes d'activité assez fortement, et pour une grande partie des équipementiers, des entreprises, des PME et des grands groupes, ça veut dire les problèmes de la croissance. Et donc une supply chain qui est sollicitée, rouvrir des ateliers, réembaucher, reformer et produire. Et ça, c'est le défi de 2022, c'est clairement réussir cette montée en cadence pour servir les besoins et toutes les nouvelles affaires et les contrats qui ont été gagnés et qui vont continuer à être gagnés très probablement en 2022. Ça, c'est un défi industriel. Il s'accompagne, comme je le disais, des bons problèmes, qui sont ceux de trouver des matières premières, qui sont ceux de la logistique, qui sont également ceux du prix de l'énergie, parce que toute l'activité qui repart dans le monde aussi sollicite la fourniture d'énergie. Et puis, ce qui est à la fois un problème et une très grande opportunité pour tous nos jeunes et pour tous les gens qui pourraient avoir envie de nous rejoindre, celui des ressources humaines. Aujourd'hui, une des grandes difficultés de nos adhérents, c'est trouver les compétences, les personnes, les employés pour aller faire cette montée en cadence. Et cette montée en cadence, nous, on la voit comme une très très grande opportunité pour la jeunesse, pour les gens qui sont passionnés d'aviation, de spatial, de toutes les technologies digitales et de décarbonisation qu'il va falloir mettre en œuvre, parce que la filière, elle repart durablement. Elle repart avec des perspectives qui sont très importantes. Un carnet de commandes qui est resté très solide pendant la crise, qui est là, une réaccélération des besoins, des grands programmes qui sont lancés un peu dans tous les domaines, et donc des besoins absolument incroyables, comme au plus fort de la croissance de la décennie précédente, d'accueillir des jeunes, d'embaucher, de trouver des compétences et d'attirer des compétences qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre filière. Donc moi, si j'ai un message à partager ce matin, c'est on commence 2022 vraiment avec beaucoup d'appétit, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de choses à faire, et aussi avec la conviction que c'est un très très bon moment pour venir travailler dans la filière aéronautique et spatiale en France, pour venir contribuer à toutes ces grandes transformations, ces grands programmes, et qui ont beaucoup de sens pour la préparation de l'avenir. Nos défis sont clairs, c'est d'abord et avant tout la décarbonisation des entreprises, mais aussi du vol, de l'espace, de toutes les activités sur lesquelles on est engagé. Évidemment, le paramètre le plus important, c'est la consommation de carburant des avions, et vous savez que toute la filière s'est engagée avec le CORAC, et chacune des entreprises, et je pourrais commenter en ce qui concerne la mienne, mais c'est vrai pour toutes les autres, autour de la table, avec une vision commune de ce qu'on veut construire, et d'arriver à décarboner l'aviation pour que l'aviation devienne ce mode de transport qui soit sans aucune conteste le mode de transport du 21e et du 22e siècle, sans empreinte au sol quand on voyage, aller très très vite d'un point A à un point B en sécurité, et en même temps sans impacter la planète au sens du réchauffement climatique. C'est ça notre grand défi. On a une feuille de route, il y a des scénarios. On a d'ailleurs mis à l'étude entre le CORAC, l'ONERA, des études sur les différents scénarios pour être capable de voir la trajectoire carbone dans différentes hypothèses de travail. Mais on a un scénario central qu'on a publié, que la filière a publié, et qui permet de voir comment est-ce qu'on va vers une neutralité carbone en 2050, avec de très nombreuses étapes, et je suis sûr que vous aurez des questions là-dessus, mais nous, on est extrêmement satisfaits de l'excellente relation et coopération qu'il y a eu avec tous les acteurs, y compris les acteurs publics, pour construire cette feuille de route, pour la consolider, pour y mettre les moyens, et pour être sûr qu'on sera au rendez-vous, parce qu'on n'a pas le choix que de ne pas y être. Il y a d'autres défis, il y a celui de la digitalisation, j'en dirai pas beaucoup ce matin, mais c'est une transformation très profonde pour beaucoup de secteurs, c'est le cas aussi pour le nôtre, avec un certain nombre de dimensions de la digitalisation qui est très très propre à nos produits, en particulier le fait de passer en conception tout numérique des appareils, mais aussi des systèmes de production, sur des systèmes de production qui sont vraiment très spécifiques, avec des dimensions des objets qu'on produit qui sont uniques, et donc une dimension particulière à mettre en œuvre, et on associe complètement la digitalisation et la décarbonisation. On pense que l'un et l'autre vont se passer en même temps, et la digitalisation va être un facilitateur, un accélérateur des efforts de
de décarbonisation. Un autre élément très important dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la défense. Le GIFAS est très très fier d'avoir ces activités de défense dans son portefeuille d'activités parce qu'elles contribuent à la sécurité du pays, à l'équipement des forces armées, donc à la défense et donc à la préservation de notre indépendance, de notre souveraineté et de la sécurité qui est simplement nécessaire pour assurer la prospérité, la défense de notre territoire, de nos valeurs, des citoyens, et de la prospérité qui va être nécessaire pour toutes ces transformations. Il y a énormément de choses à faire, il va faire passer par de très très gros investissements, et on a besoin de cette stabilité, on a besoin de cette sécurité, et d'ailleurs c'est pas vrai que pour la France, c'est probablement un commentaire qu'on pourrait appliquer tout à fait à l'Europe au moment où la France prend la PFUE. Je pense que c'est approprié de faire le parallèle. Sur la défense, il y a évidemment la mise en œuvre de la loi de programmation militaire à laquelle on va être très attentif parce que ça nourrit un très grand nombre de nos entreprises, de nos programmes. Également le Fonds européen de défense, qui est une autre dimension des programmes de défense qui sont devant nous. Mais aussi, et je tiens à le signaler ici, sur la défense, un vrai sujet de préoccupation par rapport à tout ce qui est la capacité à financer les activités de défense et un mauvais vent qui souffle sur la responsabilité sociale et le fait que la défense n'a pas toujours et n'a pas la couleur qui convient aujourd'hui, alors que nous, on est convaincus que la défense, au contraire, a un rôle positif sociétal à jouer et qu'on attend des pouvoirs publics, on attend de tous les gens qui ont une influence sur les critères de sélection des bons investissements, qu'un investissement qui va dans la défense, quand c'est de la défense telle que nous la pratiquons et celle qui permet d'assurer cette sécurité, cette prospérité, elle devrait être positive. Et c'est un sujet très important pour nous de remettre le financement des activités de défense au centre du jeu comme quelque chose de positif qui assure cette sécurité, cette prospérité et cet équilibre, cette stabilité dont on a besoin pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire dans la décennie qui vient et dans le siècle qui s'ouvre devant nous. Et puis, pour ne pas être trop long quand même et pour d'avoir des questions-réponses, un dernier mot sur l'espace. Le GIFAS, c'est aussi l'espace et c'est de plus en plus l'espace, avec des dimensions diverses de l'accès à l'espace, mais également de tout ce qui vole dans l'espace et des services, et une mauvaise compréhension, une sous-estimation par le citoyen de sa dépendance à l'espace. Toute la communication, toute la connectivité aujourd'hui est faite de très très grande mesure à travers des satellites. Je crois que chaque jour, on utilise en moyenne 40 satellites. Le citoyen moyen qui juste utilise ses moyens de communication habituels, on est géolocalisé, on se déplace. La position des objets, qui est devenu quelque chose de complètement présent en permanence, se fait également par du positionnement satellite. Et les satellites aujourd'hui ont une importance sur la surveillance de la Terre, le programme Copernicus. On regarde comment la Terre évolue, le réchauffement climatique, mais aussi dans beaucoup d'autres dimensions avec l'espace. Et on voit un très très grand nombre d'innovations avec les constellations, le lancement à des fréquences très accélérées. On a vu la fin de l'année 2021 en fanfare avec le lancement de James Webb, un télescope à 10 milliards de dollars avec une Ariane 5, qui montre la confiance qui est faite dans la fiabilité d'Ariane 5 par la NASA, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, et une année 2022 qui va être aussi très importante avec la ministérielle qui se fait en fin d'année, avec évidemment Ariane 6 et le premier vol d'Ariane 6 dans l'année 2022. Donc l'espace qui est vraiment en train de prendre une dimension nouvelle auquel toute la filière est attachée et pour lequel, dans le programme France 2030, Bruno Le Maire a annoncé que 1,5 milliard d'euros seraient consacrés. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Vous comprenez le temps de la musique dans laquelle on rentre en 2022. On pense un temps fort, on regarde à nouveau vers l'avenir, on prépare l'avenir. C'est une année de montée en cadence, c'est une année de transformation, c'est une année de digitalisation, de décarbonisation, c'est une année avec des nouveaux programmes, que ce soit dans l'espace, dans la défense,
dans les différents secteurs de l'aviation civile. C'est une année d'embauche. Et donc, voilà, on est revenu on the front foot, comme on dit de l'autre côté du channel, et vraiment positif. C'est, je crois, vraiment le message de ce début d'année. Très réaliste sur toutes les difficultés qu'on va avoir à surmonter, et en particulier pour tout le tissu de la supply chain, des fournisseurs, de toute l'équipe GIFAS et au-delà du GIFAS, qui va devoir réussir cette montée en cadence, tous ces programmes, tous ces investissements pour lesquels beaucoup d'argent est investi, de l'argent privé, de l'argent public aussi, et à nouveau une très grande satisfaction sur ce qui a été bâti dans les 2 dernières années en termes de feuilles de route technologiques, y compris avec l'État français, pour préparer l'aviation, l'espace, la défense du futur. Je voudrais conclure en redisant quelques mots sur le besoin de recrutement et sur l'opportunité que ça représente. Il est clair que dans l'entrée dans la crise, il y a eu beaucoup d'incertitudes autour du secteur de l'aviation et de ce qui allait se passer. Certains ont prédit des choses funestes, c'est heureusement pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu aussi, et il y a toujours probablement, beaucoup de regards qui se portent sur l'aviation par rapport au sujet du carbone, mais on voit aujourd'hui qu'on a le digital qui émet beaucoup plus d'émissions de carbone que l'aviation, donc je trouve qu'il faut remettre les choses en perspective. On est absolument déterminé à traiter ce sujet, et on voit ça comme un sujet d'opportunité pour l'aviation européenne et l'aérospatiale française. On a besoin de beaucoup de gens. C'est des opportunités pour un secteur qui est un secteur de long terme, qui est très technologique, qui offre des postes à forte valeur ajoutée, avec un très très grand potentiel de développement dans les carrières. Et donc notre message en 2022, ce sera aussi beaucoup vers les jeunes, vers les moins jeunes, vers tous les gens qui veulent avoir des boulots passionnants, de venir vers nous. La crise est essentiellement derrière nous, on prépare l'avenir et on a besoin de beaucoup de gens motivés, engagés, qui veulent travailler sur des sujets qui ont du sens, qui contribuent à la société de demain, et on pense que c'est le moment pour le faire. Voilà, une filière qui met la crise derrière, en tout cas la crise du Covid telle qu'on l'a connue pendant 2 années, qui rentre dans une sortie de crise qui a beaucoup de défis, une filière qui est solidaire, qui a travaillé ensemble, qui a résisté ensemble, qui est solidaire mais qui n'est pas fermée, puisqu'on a travaillé avec beaucoup de partenaires autour de nous.